Sur ses pas et le thème décortiqué, pour le prédicateur, il s'agit d'un appel et un rappel pour le haut fait et bienfait des dieux. Ce message interpellateur a précédé l'étape de l'offrande spéciale, un des grands moments de cette célébration. Sa visite est une présence d'un enfant de Dieu, parce que c'est un enfant de la maison, un enfant du centre missionnaire Philadelphie qui prie, un enfant de Dieu d'abord. Et naturellement, comme nous tous ici réunis, nous sommes venus dire merci. Et lui aussi particulièrement, dans ses fonctions, dans son statut, il vient aussi dire merci au Seigneur parce qu'il reconnaît que Dieu a agi et que Dieu est fidèle pour sa vie. Comme à l'entame, danse et louange ont sanctionné cette liturgie dont la prochaine rencontre est prévue pour l'an prochain. Tout à fait autre chose. Cela fait déjà 5 ans depuis que certains médecins pratiquent leur profession dans plusieurs hôpitaux alors que leur expertise est remise en cause après les recommandations issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui obligent à ces derniers de passer un test pour confirmer leur expertise. Chimène Dondo. Ces femmes et ces hommes ont décroché leur diplôme en médecine il y a de cela 5 ans. Mais voilà, ils ne peuvent plus prêter serment d'Hippocrate. Leur seul péché, c'est d'avoir étudié dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire non viables. D'après les recommandations issues des états généraux de l'ESU organisés à Lubumbashi, les diplômés en médecine des instituts non viables devront passer un nouveau test de connaissances avant de se livrer à cet exercice. C'est que ces récipiendaires n'entendent pas de cette oreille. Abordé par la presse, le responsable de l'Ordre national de médecins n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. La porte a été hermétiquement fermée au chevalier de la plume. Un dossier à suivre. On va se rendre dans la province du Lualaba où Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire, a regagné Kolwezi avec un message d'espoir de la part du chef de l'État au Lualabé. La population de cette partie du pays s'était amassée à l'aéroport de Kolwezi pour l'accueillir. Regardez. C'est dans la mi-journée que l'appareil transportant la femme numéro 1 du Lualaba s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Tout le gouvernement provincial, les cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation étaient en nombre. Ceci n'est qu'une traduction éloquente de l'unité au sein de l'Union sacrée derrière Fifi Masuka Saini pour relever les défis de développement de la province du Cobalt. Face à la presse, l'autorité provinciale affirme obtenir les instructions du chef de l'État qui ne jure que par l'amélioration des conditions de vie de la population de tous les 5 territoires du Lualaba. Le chef de l'État nous a donné des instructions. Il veut voir un peuple qui est en train de dormir sur le minerai se réveiller aussi dans la joie. C'est ce que nous allons faire. Le cortège gigantesque de Madame le gouverneur du Lualaba a quitté l'aéroport passant par la route nationale numéro 39 vers la tribune de la chaussée Laurent-Désiré Kabila. Une capacité de mobilisation naturelle de cette femme d'exception en qui les Lualabais trouvent leur compte grâce à une gestion orthodoxe. Fifi Masuka Saini avait un message précis à ses administrés, leur transmettre la ferme volonté du président de la République, Félix Tshisekedi. Changer l'image de la province du Lualaba en développant tous ces 5 territoires au vu de ces immenses richesses naturelles. Et la sensibiliser à dénoncer les réseaux qui alimentent les postes d'insécurité dans la province et ceux qui se livrent au sabotage des ouvrages d'intérêt public qu'elle a initiés dans la province du Cobalt. Masuka Saini a ensuite attiré l'attention de ses administrés sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus. On reste à Kolwezi où la commune de Dilala et celle de Manika seront bientôt reliées par un pont baptisé Fachi Béton. De travaux touchent déjà à leur fin et sont financés par la municipalité de Dilala. Les détails dans ce commentaire de Cédric Kenina. La cérémonie de la première pierre a eu lieu en avril dernier avec le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Les travaux de construction du pont Fachi Béton ont atteint presque 90%. L'ouvrage qui a pris forme a une longueur de 40 mètres, 8 mètres de largeur, 6 mètres pour la partie dite roulable et 1 mètre de part et d'autre pour l'espace réservé aux piétons. Avec une capacité de 35 tonnes, ces ponts dont les travaux ont été entièrement financés par
la commune de Dilala, à travers la redevance minière, fruit de l'esprit managérial du bourgmestre de cette municipalité, Deogracias Kalubunda, va relier Dilala à la commune voisine de Manika, désenclavant ainsi cette partie qui, après chaque pluie, devient inaccessible. Le pont est déjà fini. Nous sommes en train de monter des voies de protection comme des garde-fous et de raccordement avec la route. Cela va le soutènement. Mais c'est de l'autre côté de Manika là qu'il faut qu'on voit le problème d'expropriation, qu'on revoit le projet parce qu'il y a une extension de la route de ce côté-là. Le bourgmestre visionnaire, lui, il a fait sa part. Autre avancée constatée, c'est l'aménagement de l'environnement immédiat de cet ouvrage, notamment les canalisations, à la grande satisfaction de la population qui salue l'engagement de l'autorité municipale qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Congo Hold Up, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais contre-attaque, qui n'a jamais eu un quelconque détournement autour du dossier des infrastructures. C'était ce lundi au cours d'un point de presse. D'autres explications avec Sylvie Moembo. Le Congo Hold Up fait des révélations issues d'une enquête des médias étrangers sur un montant de 138 millions de dollars américains mettant en cause plusieurs personnalités congolaises. Parmi elles se trouve la structure du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais dirigé par le professeur Ekanga. Au cours du point de presse tenu ce lundi 6 décembre, le chargé de communication John Omombo confirme que le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais n'est ni de près ni de loin concerné par un quelconque détournement. L'objectif est clair, poursuivre l'œuvre de déstabilisation de la RDC et empêcher le peuple congolais de bénéficier de ses richesses du sous-sol. Malheureusement, le Congo ne peut pas être un paradis géologique et demeurer éternellement un enfer chronique pour ses populations. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre solidarité au journaliste Alain Foka pour l'humiliation qu'il subit à cause de la vérité sur la République démocratique du Congo. Par conséquent, le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais n'accorde aucun crédit à cette campagne de diabolisation dénommée Congo Hold Up. Il est hors de question pour le BCPAC de se justifier sur des graves mensonges boutiqués par un consortium d'ONG et des médias occidentaux qui n'ont aucune considération pour les médias de la République démocratique du Congo. C'est en janvier 2022 que vont démarrer les travaux de construction d'une station d'épuration des eaux usées dans la ville de Kinshasa. Une réunion sur l'évolution de différentes phases du dit projet était l'essentiel des discussions entre la commissaire générale en charge de l'environnement et les partenaires. Un reportage de Joël Makela rendu par Emmanuela, commissaire. C'est opté, Kinshasa sera doté d'une station d'épuration des eaux usées. Les travaux vont démarrer en janvier 2022, site choisi, le terrain situé entre l'avenue de l'Enseignement et le boulevard Triomphal en face du stade de Martyrs. C'est ce qui ressort des échanges entre la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville, Laetitia Benakabamba, avec le responsable du groupe Eco Global et des affaires publiques et internationales des services publics de l'assainissement francilien. Cette station, d'une capacité de 1300 mètres cubes par jour, sera érigée dans le strict respect des normes environnementales. La commissaire générale et ses hôtes se sont convenus aussi sur l'organisation des ateliers de renforcement des capacités du personnel. S'en est suivi la visite du site par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et la délégation avec ses partenaires. Nous allons accompagner évidemment les travaux de ce projet d'ateliers conjointement avec le ministère de l'Environnement, donc avoir des ateliers de réflexion sur l'organisation de la filière assainissement et du traitement des eaux ici à Kinshasa. Il faut faire prendre conscience à la population ce besoin qui est pour l'amélioration de leur vie quotidienne. Kinshasa augure une série d'installations des stations d'épuration afin de matérialiser le projet Zéro Rejet dans le fleuve Congo.
Le mouvement associatif de la province de la Mongala, précisément ceux de la cité de Bumba, s'accorde à soutenir un digne fils de ce coin à la tête de cette province. C'est le nom de Crispin Gondo Malengo qui est cité dans toutes les lèvres. Suivez. Crispin Gondo Malengo est réclamé à la tête de la province de la Mongala. Plusieurs mouvements associatifs et organisations de la société civile évoluant dans cette partie du pays et plus précisément dans les territoires de Bumba ont marché le samedi 4 décembre 2021, non seulement pour encourager la candidature de Crispin Gondo Malengo afin de contribuer efficacement au développement de cette province, mais aussi son retour en tant que gouverneur. Pour eux, seul Crispin Gondo Malengo a l'expérience et est capable de mieux faire les choses selon la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la fin de cette marche pacifique, une déclaration a été lue. La victoire du peuple manifestée par l'élection de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre cher pays continue de susciter de l'espoir au sein de toutes les couches de la population congolaise en général et mongolaise en particulier, qui petit à petit retrouve sa dignité légendaire au travers son cheval de bataille, à savoir la restauration de l'état de droit et le développement à la base. C'est la raison pour laquelle nous, collectif de mouvements associatifs de la Mongala base de Bumba, avons pacifiquement marché ce jour. Ces mouvements associatifs et organisations de la société civile demandent également au chef de l'État d'accélérer la mise en œuvre du projet de développement de 145 territoires dans la province de la Mongala. Dans la province du Haut-Uélé, par ailleurs, le gouvernement provincial a rendu hommage à feu sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, décédé au mois de décembre de l'année dernière. C'était au cours d'un culte d'action de grâce au chef-lieu de la province, Jean-Pierre Ndolo Demazou. Une messe d'action de grâce a été organisée le week-end dernier à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Issiro en mémoire du tout premier gouverneur élu de la province du Haut-Uélé, le sénateur Dr Jean-Pierre Lola Kisanga. Plusieurs témoignages ont accompagné celui qu'on appelait affectueusement le cheval blanc, décédé à Kinshasa le 1er décembre 2020. L'ancien gouverneur de la province du Haut-Uélé, considéré aujourd'hui comme un leader politique par excellence dans la province du Haut-Uélé. Tous les témoignages ont abondé dans le même sens. Les députés provinciaux et nationaux, les sénateurs, les différentes couches de la population. Pour le sénateur Jean-Pierre Batumoko, le décès du sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga laisse un grand vide pour le Haut-Uélé. De son côté, Yannick Sadiki appelle les filles et fils du Haut-Uélé à l'unité et à la cohésion pour le développement de la province. L'épouse du défunt, Madame Sadiki Lola, a remercié la population pour l'amour qu'elle ne cesse de manifester depuis la disparition inopinée de son défunt mari. Je remercie très sincèrement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre une mesure exceptionnelle d'autoriser les rapatriements de corps de mon défunt mari pour son enterrement à Ouacha, sa terre natale. Elle a rendu un vibrant hommage à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui ne cesse de l'assister. Et la journée mondiale de personnes vivant avec handicap a été célébrée, vous vous souviendrez, le 3 décembre 2021 dans un contexte mondial marqué par la pandémie de la Covid-19. Les manifestations se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national à Kinshasa, précisément dans la commune de Matete. Ces personnes ont été sensibilisées sur le rôle que chacun peut jouer pour le développement de la République démocratique du Congo. Nadine Yango était présente. S'engager à bâtir une société plus inclusive où tout le monde mettra à profit ses capacités en ces temps de Covid-19. C'est le thème développé au cours d'une matinée dédiée aux enfants vivant avec handicap. Ce, dans le cadre de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, célébrée le 3 décembre de chaque année. Un moment d'échange organisé par la congrégation de frères de Saint-Gabriel en collaboration avec l'APSV. C'est samedi 4 décembre 2021. Pour Timothée Keneno, coordonnateur de ces activités, les familles doivent continuer à soutenir les enfants vivant avec handicap. Nous leur demandons toujours de prendre conscience que ce n'est pas leur volonté d'avoir un enfant vivant avec handicap. Ce n'est pas une personne qui veut vouloir être dans cet état-là. C'est la volonté de Dieu qui fait que
moi je puisse manquer un œil, que moi je puisse être infirme. On doit accepter l'état dans lequel on se trouve et on est capable de faire quelque chose malgré cet état-là. Nous avons des preuves qu'il y a des enfants handicapés qui soutiennent aussi leurs familles, qui participent aussi au développement de la société. Docteur Bissidika explique les causes de ces handicaps. La communauté doit s'engager pour améliorer les conditions de personnes vivant avec handicap, ceci en vue de leur permettre à mieux contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Lancement ce lundi du réseau Ekoki Inatosha, une plateforme des ONG de défense des droits de l'homme et de promotion de la paix et de la dignité de la femme et dès son autonomisation. Elle a pour but de lutter contre toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille. Devant la presse et plusieurs invités de marque, le réseau Ekoki Inatosha vient de voir le jour. Cela est la résultante de l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec le souci d'instaurer la paix dans cette partie du pays. Nous visons principalement à briser la léthargie et l'immobilisme face aux atrocités qu'ils vivent au quotidien. Non, le sexe de la femme n'est pas un champ de bataille où l'on peut penser régler ses différends. Nous appelons l'humanité à passer à l'action pour mettre fin aux violences et abus sexuels contre la femme et la jeune fille, comme nous la voyons aujourd'hui mobilisée face à la Covid-19. Pour Caroline Pinzi, coordonnatrice du réseau Inatosha Ekoki, cette plateforme reste ouverte à toute nouvelle adhésion. Donc nous sommes là, nous sommes ouverts, et d'ailleurs, nous voulons que nous puissions être encore plus nombreux parce que nous avons besoin de constituer une force vive et impactante sur le plan social. Le réseau Ekoki Inatosha compte mener de vraies actions qui pourront changer considérablement et durablement le vécu quotidien des femmes ainsi que celui des enfants en République démocratique du Congo. Il faut noter que le réseau Ekoki Inatosha, ce mouvement de pression, est né à l'ouest du pays, précisément à Kinshasa, par solidarité et amour envers nos frères et sœurs de l'Est de la RDC. Dans le même chapitre, on va prendre cette fois-là ce plaidoyer, la sensibilisation de femmes dans la lutte contre le VIH-Sida. Plus de 300 000 personnes vivant avec le VIH en RDC sont des femmes. Plus de 80% des femmes enceintes entrent en contact avec les établissements de santé pour leur première visite des soins prénataux. Cela est la plus importante occasion de tester et d'associer les mères séropositives au traitement pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Marie Nyombozaïna, coordinatrice du RENADEF, en a fait son plaidoyer pour la prise en charge. Dans notre travail, nous avons des cliniques juridiques à travers tout le pays. Nous travaillons sur l'accompagnement psychosocial des victimes et survivants des violences, et l'accompagnement juridique et judiciaire, mais nous avons peu de ressources pendant que le travail est immense. Donc nous ne saurons pas autonomiser la femme PV-VIH, nous ne saurons pas autonomiser la jeune femme ou la jeune fille pour mettre fin aux violences et au sida d'ici 2030 si notre pays ne met pas la main à la pâte. Le RENADEF coordonne avec d'autres acteurs la plateforme Hub qui fournit un paquet d'activités de manière intégrée et coordonnée. Cela s'explique par cette exposition de son stand lors de la journée porte ouverte organisée dans le cadre de la JMS 2021. RENADEF est aussi partenaire de l'ONU-SIDA dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale et nationale de mettre fin non seulement aux inégalités mais aussi aux violences basées sur le genre en lien avec le VIH et SIDA. 25 $ par mois par personne pour aider le ménage le plus vulnérable à faire face au choc socio-économique causé par la Covid-19. C'est le projet Solidarité par transfert économique contre la pauvreté à Kinshasa, STEPKIN, financé par la Banque mondiale et exécuté par le Fonds social. 250 000 membres de ménages les plus pauvres et les plus vulnérables sont ciblés. On en parle avec Christine Lenzo.
Le gouvernement de la RDC a sollicité des fonds nécessaires auprès de la Banque mondiale pour soutenir les ménages pauvres et vulnérables affectés par la Covid-19. Il a bien obtenu ce financement à travers le Fonds social de la République et a lancé depuis 2020 cette opération qui vise à atteindre 250 000 bénéficiaires par le paiement de $25 le mois via le téléphone. Tôt ce matin, les animateurs de ces projets Stepkin, à leur tête, le coordonnateur national du Fonds social de la République, Rufin Boilongo, se sont rendus à Massina pour rencontrer les quelques bénéficiaires pour assister à la mise en échelle de ces projets avec les partenaires Give Directly qui a lancé les projets en utilisant une technologie de paiement instantané des bénéficiaires en les enregistrant et identifiant au même moment. Le 2 qu'on ajoute sur STEP signifie deuxième phase qui est venue avec un financement additionnel qui nous a permis d'intégrer le transfert monétaire comme un mécanisme de réponse aux besoins des populations vulnérables. C'est ainsi que le Fonds social de la République assiste financièrement les ménages pauvres et vulnérables. 9 communes de la capitale à travers 50 quartiers en ont déjà bénéficié via Mobile Money. Après Massina, la même opération va se dérouler à Matete et puis dans la commune de Bandalungwa, aussi à Kalamou. La nouvelle génération consciente, elle, a sensibilisé en faveur des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un état de droit. C'était à l'occasion de la sortie officielle de la NOGECO et alliée à l'Union sacrée. Riki Nzuzilo Yamayawel nous en dit un peu plus. Lutte contre toute forme d'antivaleur, la promotion de la jeunesse et l'autonomisation de la femme, ainsi que la prise en charge des personnes vulnérables. Voilà quelques missions à accomplir par la dynamique Guilain Nyembo des jeunes en sigle, dont le cheval de bataille reste la valorisation du capital humain. Pour annoncer ses couleurs, la coordination de la dynamique Guilain Nyembo des jeunes Kinshasa a mobilisé des jeunes et autres personnes adultes sans distinction à participer à une marche de santé partie de Kintambo Magasin, longeant le boulevard du 30 juin jusqu'à la place Royale. Sur place, sous une pluie battante, les membres de la DGN se sont lancés aux travaux d'assainissement. La dynamique Guilain Nyembo a pour mission de promouvoir l'élite congolaise. Vous avez vu, nous avons marché sous la pluie. Les gens ont accepté d'être mouillés pour venir travailler et poser cette pancarte ici. Vous avez senti la motivation de tout un chacun. Ils ont été disponibles. Il y aura des actions de formation aux jeunes, aux dames, aux personnes vulnérables. En collaboration avec la commune de la Gombe, cette marche s'est poursuivie jusqu'au rond-point de la Cour de cassation, dont l'enclos a été rafraîchi en dehors des travaux d'assainissement par les jeunes de la dynamique Guilain Nyembo qui comptent étendre ses activités à travers les 24 communes de la capitale. Le ministre de la Jeunesse a lancé une campagne d'assainissement de la ville avec les jeunes du centre évangélique Liloba. Il appelle tous les jeunes à s'offrir un temps chaque week-end pour participer à cet assainissement. Edith Chala. Assainissement et hygiène dans la société, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Boukoulouzola, a participé à l'opération de ramassage des immondices dans la ville de Kinshasa à côté des mouvements de la jeunesse de la communauté chrétienne Liloba. Question pour lui de prêcher par l'exemple. Débutée à la première rue Limété, l'opération s'est intensifiée jusqu'au pont Matete. Le ministre de la Jeunesse s'est exprimé à l'issue de ce salongo. C'est une façon pour nous de sensibiliser aussi toute la jeunesse congolaise à la lutte contre l'insalubrité, parce que l'insalubrité nous donne la maladie, l'insalubrité produit la malaria et puis pollue aussi. Et c'est dans l'inscription nette de la vision du président de la République qui veut que la jeunesse congolaise soit une jeunesse de développement. Et c'est pour moi également l'occasion de remercier le prophète Condé d'avoir autorisé à ce que nous puissions avoir cette activité de volontariat avec toute la jeunesse de l'église Liloba. Cette énième opération intervient après celle qu'il a organisée avec la coordination de Kinbopeto dans les communes de Kinshasa, Lingwala et Kitambo. Il promet sensibiliser davantage la jeunesse à consacrer quelques heures de leur week-end aux travaux d'assainissement de leurs milieux respectifs. Et les secteurs d'infrastructure
un équilibre attaché au schéma d'orientation stratégique de 2014 pour l'agglomération urbaine de Kinshasa. C'est ce qui ressort de la 5e édition de l'Expo au béton. Suivez. Ces assises de 4 jours ont permis aux membres des gouvernements central et provincial de Kinshasa, aux députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'aux acteurs privés œuvrant dans l'immobilier, de proposer des solutions adaptées au développement de villes en RDC, dont Kinshasa a été mise en exergue pour anticiper son émergence à l'horizon 2050, tel que prévu dans le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération urbaine de Kinshasa en 2014. Plusieurs thématiques ont été développées par les intervenants membres du gouvernement et acteurs privés pour éradiquer les difficultés liées aux infrastructures, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'environnement et à l'économie. Il m'a proposé de production de batteries électriques en RDC. C'est pour que nous puissions capter ce marché de 9 milliards qui est à notre portée. Parce que c'est nous qui avons le lithium, c'est nous qui avons le cobalt, c'est nous qui avons le manganèse, c'est nous qui avons même le nickel. La remise de prix a été un autre temps fort qui a honoré les jeunes entrepreneurs dont un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA sortis gagnants. Dont la série figurait aussi les gagnants de la tombola Komakolo Lopango devenaient propriétaires d'une parcelle organisée par la Société de lotissement foncier et promotion immobilière Stratimo. Le président du comité organisateur de la 5e édition de l'Expo Béton, Jean Bamanissa, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Les opportunités présentées en termes de projets par les panélistes vont constituer un canevas à soumettre aux autorités compétentes du pays pour leur approbation et concrétisation matérielle. Évalué en recettes et en dépenses à près de 177 milliards de francs congolais, le projet de dit budgétaire de la province du Maniema, exercice 2022, a été déposé au bureau de l'Assemblée provinciale, cité par le gouverneur intérimaire Rodé Panda. C'est le gouverneur ad intérim, Afan Idriss Mangala, accompagné de membres de son cabinet et les membres de son gouvernement, qui vient personnellement déposer ce lundi 6 décembre 2021 entre les mains de la présidente de l'Assemblée provinciale les projets de l'édit budgétaire de l'exercice 2022, équilibrés en recettes et en dépenses à hauteur de 177 milliards 66 millions 639 000 francs congolais. Ces projets d'édit budgétaire connaît un accroissement de 22% contrairement à celui de 2021. Le gouverneur intérimaire du Maniema a indiqué que les priorités de ces projets d'édit budgétaires sont entre autres l'amélioration sociale des conditions de vie de la population, la réhabilitation des infrastructures de base, les routes, la santé, l'eau potable et la sécurité. Pour atteindre ces aspirations, Afan Idriss Mangala promet des réformes profondes et imminentes à la Direction générale des recettes du Maniema, DGERMA, afin de maximiser leurs recettes. Bien avant, la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Gertrude Kitembompala, a justifié l'élaboration et le dépôt de ces projets d'édit budgétaires du fait que les délais d'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs en ayant 30 jours après la déchéance n'a pas été respecté et la province du Maniema a besoin de vivre et de se développer. À l'Assemblée, il y a des juristes, au gouvernement provincial, il y a des juristes. Nous n'avons trouvé aucune disposition qui nous empêche de faire ce que nous faisons. L'honorable Gertrude Kitembompala rassure qu'aucune loi n'interdit à un gouverneur intérimaire de déposer un projet budgétaire, d'où la motivation de son institution de recevoir cette initiative d'Afani Idriss Mangala, à qui il a adressé ses félicitations. Outre ces projets d'édit budgétaire, le chef de l'exécutif provincial du Maniema a déposé à la présidente de l'organe délibérant les rapports d'exécution à mi-parcours du budget 2021 ainsi que le projet de reddition des comptes 2022. Fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Françoise Bouela prend la main tout à l'heure à 20h. Et moi, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.